Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'ADN, support de l'information génétique. Dans un premier temps, nous allons faire quelques rappels sur cette notion d'information génétique, puis nous nous intéresserons à la structure de l'ADN pour comprendre comment elle permet de coder l'information génétique. Quand deux individus sont capables de se reproduire et d'engendrer d'autres individus, on dit qu'ils sont interféconds. On appelle les individus qui engendrent individus parents, et les individus engendrés, individus fils, filles, ou encore on parle plus généralement de progéniture. Les individus parents constituent la première génération, et engendrent des individus de la génération suivante, ici la génération 2. D'autres individus qui vivent à une même époque et qui sont sensiblement du même âge appartiennent à la même génération. Ils peuvent également engendrer d'autres individus qui participent à constituer la génération suivante. De génération en génération, certains caractères sont transmis, comme la présence de poils, la couleur des poils, ainsi que leurs variants. On parle de caractères héréditaires. Mais alors comment sont-ils transmis? Dans le cas d'individus ayant un mode de reproduction sexué, pour engendrer un nouvel individu, les organismes parents auront produit des cellules reproductrices, des ovules pour l'un, des spermatozoïdes pour l'autre. Au gré du hasard, un spermatozoïde et un ovule vont se rencontrer et fusionner lors de la fécondation, donnant une cellule œuf qui, après X multiplication et différenciation, permettra la mise en place des caractères du nouvel individu. On retrouve des caractères parentaux dans la génération 2, comme la présence des poils ou la couleur des poils. Pourtant, ni les ovules ni les spermatozoïdes n'ont de poils, et donc encore moins de poils noirs ou de poils blancs. Cela signifie que les caractères ne sont pas directement transmis d'une génération à l'autre. C'est l'information qui permet la mise en place de ces caractères qui est transmise. Alors, comment est-elle transmise? Quel est son support matériel? Les caractères du nouvel individu sont déterminés par ses chromosomes et plus particulièrement par certaines régions que l'on appelle les gènes. Ce sont les gènes qui sont le support de l'information génétique. Alors d'où viennent-ils? Chaque parent de l'individu possède également des chromosomes constitués de gènes qui déterminent leur caractère. En l'occurrence, dans ces exemples, il possède deux exemplaires de chaque gène car il possède des paires de chromosomes. Un exemplaire de gène par chromosome. Ces deux exemplaires peuvent être les mêmes versions du gène, on parlera donc des mêmes allèles, ou deux versions différentes, et dans ce cas-là, les deux chromosomes porteront des informations génétiques différentes. Les chromosomes, donc les gènes de chaque parent, se retrouvent dans leurs cellules reproductrices, à ceci près que chaque cellule reproductrice ne possède qu'un seul chromosome de chaque paire de chromosomes, donc qu'un seul exemplaire de chaque gène. Les chromosomes, donc les gènes de l'individu engendré, proviennent de l'association des chromosomes de l'ovule et du spermatozoïde qui l'aura fécondé. Retenons ainsi que le caractère n'est pas transmis directement, mais que c'est l'information qui permet la mise en place du caractère qui est transmise. Cette information, on l'appelle information génétique. Les gènes sont le support matériel de cette information génétique et ce sont eux qui sont transmis de génération en génération. Les gènes sont le support matériel de l'information génétique transmise de génération en génération. Les gènes sont des parties de chromosomes, et chaque chromosome est constitué d'une seule molécule d'ADN. Et vous avez vu l'année dernière que l'ADN est une molécule qui peut se pelotonner lors de la division cellulaire et rendre ainsi le chromosome visible. Le chromosome déroulé fait environ 2 nanomètres de largeur, et lorsqu'il s'enroule et se compacte, il peut donner des structures, dans cet exemple, qui font 1,4 mm de largeur cette fois-ci et près de 4 mm de long. Un gène est donc une partie de la molécule d'ADN constituant un chromosome. Les molécules d'ADN qui constituent les chromosomes sont donc les supports de l'information génétique. La découverte de l'ADN est attribuée à Micher en 1869 qui met en évidence dans les noyaux de globules blancs une substance riche en phosphate qu'il appelle nucléine. À cette époque, on découvre la composition chimique de l'ADN, mais on ne lui attribue pas de rôle dans la transmission des caractères.
C'est dans les années 1930-1940 que les travaux d'équipes de scientifiques comme celle de Griffith et de Avery montrent que l'ADN est le support de l'information génétique. Plusieurs scientifiques de l'époque cherchent alors à expliquer comment l'ADN peut avoir cette fonction biologique. Pour cela, ils cherchent à comprendre comment l'information génétique est codée dans l'ADN. Ils supposent qu'en comprenant la structure de la molécule ADN, eh bien, ils pourront expliquer sa fonction. Il a fallu de multiples travaux scientifiques, des essais, des erreurs, des expériences, des observations, mais aussi des intuitions, des constructions de modèles, des échanges entre les scientifiques et la contribution de différentes disciplines pour qu'émerge un modèle structural dans les années 50 qui fait aujourd'hui consensus. Ce modèle, il respecte à la fois les lois physico-chimiques et il permet d'expliquer la fonction de codage de l'information génétique. Je vais vous présenter ce modèle structural qui fait consensus et on va chercher à comprendre comment la structure de l'ADN, de la molécule d'ADN, permet de coder l'information génétique. L'acronyme ADN signifie A pour acide, D pour désoxyribo, donc deux termes qui font référence à sa constitution chimique qu'on va voir juste après, et le N signifie nucléique, donc acide désoxyribonucléique, nucléique en référence à sa localisation dans le noyau. La nature chimique de l'ADN est connue depuis le début du XXe siècle. Alors, de quoi est composée cette molécule? Lorsqu'on fait une hydrolyse totale, donc on découpe en plus petits morceaux constitutifs de cette molécule, on constate que la molécule d'ADN contient de l'acide phosphorique, que je peux représenter ici par un P dans un petit rond. Cette molécule d'ADN, elle contient également, elle est aussi constituée de sucre, le désoxyribose, qu'on peut représenter par un petit D dans un carré. Évidemment, le nom ADN fait référence à ces deux éléments, acide désoxyribo. L'ADN, les molécules d'ADN sont également composées de bases azotées. D'accord, il y en existe 4 types différents, la thymine, la cytosine, l'adénine et la guanine. Quand on fait des expériences d'hydrolyse ménagée de molécules d'ADN, voilà ce qu'on obtient. Des assemblages de ces trois éléments, un acide phosphorique, un désoxyribose et une base azotée parmi les 4 présentés. Cet assemblage, phosphate, désoxyribose, base azotée, reliés par des liaisons covalentes, c'est ce qu'on appelle un nucléotide. La molécule d'ADN est ainsi entièrement constituée par 4 types de nucléotides. Des nucléotides avec pour base azotée la thymine, des nucléotides avec pour base azotée la cytosine, des nucléotides avec pour base azotée la guanine, et enfin des nucléotides avec pour base azotée l'adénine. En dehors de ces bases azotées, le phosphore et le désoxyribose est commun à tous les nucléotides. La molécule d'ADN est une chaîne de nucléotides. Donc des nucléotides qui sont liés les uns aux autres par des liaisons covalentes qui s'établissent entre l'acide phosphorique d'un nucléotide et le désoxyribose d'un autre nucléotide. Cette chaîne de nucléotides elle est orientée puisqu'elle a un côté avec un acide phosphorique, le côté vert, et puis un côté avec un sucre, le désoxyribose, du côté orange. Cette chaîne orientée de nucléotides, c'est ce qu'on appelle un brin d'ADN. Sur cette représentation analogique d'un brin d'ADN, tous les éléments constitutifs, l'acide phosphorique, le désoxyribose et les bases azotées, sont représentés par des codes différents, donc des formes et des couleurs différentes. Les liaisons covalentes entre ces différents éléments sont, elles, représentées par des traits noirs. Alors cette représentation analogique, elle est assez compliquée et longue à rédiger, donc on va voir qu'on peut la simplifier. Pour commencer, on va simplifier les éléments répétitifs. Sur cette nouvelle représentation analogique, les désoxyriboses sont maintenant sous la forme représentée par des traits horizontaux. Vous remarquerez que leur relation avec les groupements phosphates et les bases azotées n'ont pas changé. Les bases azotées, elles, d'ailleurs, sont représentées cette fois-ci par un code monolettre. T pour la thymine, G pour la guanine, C pour la cytosine et A pour l'adénine. Alors on peut encore simplifier cette représentation. Donc dans ce nouveau modèle analogique en forme de demi-échelle, les bases azotées sont toujours représentées par le code monolettre. Chaque barreau horizontal représente à la fois le désoxyribose, un désoxyribose, et la liaison covalente qui l'unit à une base azotée. Les montants verticaux entre deux barreaux, c'est-à-dire entre deux désoxyriboses reliés chacun à une base azotée, représentent cette fois-ci un groupement phosphate
et les deux liaisons covalentes qui l'unissent aux deux désoxyriboses. Il est possible de simplifier encore la représentation d'un brin d'ADN en utilisant uniquement des lettres, donc une série de lettres. Dans cette représentation analogique, chaque lettre ne représente plus seulement une base azotée, mais tout un nucléotide. Donc les éléments constitutifs et les liens, les liaisons covalentes entre ces éléments constitutifs. T n'est plus seulement la thymine, mais T représente un nucléotide dont la base azotée est la thymine. De la même façon, G représente le nucléotide dont la base azotée est la guanine. C, un nucléotide dont la base azotée est la cytosine, et A, un nucléotide dont la base azotée est l'adénine. Les liens entre les nucléotides sont cette fois-ci implicites, ils ne sont pas représentés. Cette série de lettres verticales, eh bien, on peut l'horizontaliser, et voilà comment est-ce qu'on peut représenter un brin d'ADN par une suite de lettres. À la fin des années 40, cette structure de l'ADN comme chaîne simple de nucléotides est remise en cause par différents résultats scientifiques. Parmi d'autres, les résultats de Erving Chargaff. Il découvre en 1949 que dans les molécules d'ADN, il y a toujours autant d'adénine que de thymine et toujours autant de guanine que de cytosine. En 1951, Rosalind Franklin, qui étudie la molécule d'ADN par diffractométrie de rayons X, c'est-à-dire une technique qui s'appuie sur la diffraction des rayons X sur la matière, eh bien, réalise des clichés qui révèlent que la molécule d'ADN a une structure régulière, et les figures en croix que l'on peut voir sur ces clichés sont caractéristiques de structures en hélice. Rosalind Franklin n'a pas utilisé ces clichés. Ce sont deux autres scientifiques, Watson et Crick, qui avaient déjà proposé des modèles auparavant de la structure de l'ADN, mais qui avaient été plutôt non satisfaisants, qui, en accédant à ces nouvelles informations, en les recroisant avec leurs données chimiques, physiques, mathématiques, eh bien, ont proposé un nouveau modèle structural en 1953 de la molécule d'ADN. Un modèle qui fait consensus et qui permet d'expliquer encore aujourd'hui les fonctions biologiques de cette molécule. Alors, quel est ce modèle? Qu'a-t-il de différent? Dans ce modèle proposé par Watson et Crick, la molécule d'ADN n'est pas une simple chaîne de nucléotides, mais une double chaîne. La molécule serait constituée de deux brins de nucléotides, on parle de deux brins d'ADN. Ces deux brins seraient associés. Mais comment? Eh bien par des liaisons chimiques entre bases azotées, avec des appariements préférentiels entre l'adénine et la thymine, et entre la guanine et la cytosine. Ainsi, dans leur modèle, les deux brins d'ADN sont reliés l'un à l'autre par des liaisons chimiques, ici représentées en violet, qui s'établissent entre deux bases azotées situées sur le même plan. Les appariements préférentiels AT-GC se traduisent de la façon suivante dans le modèle de la structure de l'ADN. À chaque fois que dans un brin, il y a un nucléotide qui a pour base azotée la thymine, le nucléotide de l'autre brin auquel il est lié a pour base azotée l'adénine. À chaque fois que dans un brin, un nucléotide a pour base azotée la guanine, le nucléotide de l'autre brin auquel il est lié a pour base azotée la cytosine. Et ainsi de suite pour les autres. Alors le fait que l'adénine et la thymine soient exclusivement reliées ensemble, et que la cytosine et la guanine soient exclusivement reliées ensemble, a pour conséquence qu'il y a autant d'adénine que de thymine, et autant de cytosine que de guanine. On retrouve là les résultats de Chargaff. Cela signifie que les deux brins se complètent, on dit qu'ils sont complémentaires, et que la connaissance d'un brin suffit pour connaître l'autre brin. À quoi ressemble ce modèle moléculaire en 3 dimensions? Pour cela, on va utiliser Gmol, donc c'est un logiciel libre auquel vous avez accès sur Internet. Ce logiciel permet donc de visualiser ici une molécule d'ADN. Vous allez pouvoir la faire tourner, vous allez pouvoir donc la regarder sous tous ses angles, vous allez pouvoir zoomer, dézoomer, et puis il y a toujours donc moyen de restaurer, donc vous appuyez sur restaurer pour revenir au départ. Ce modèle analogique représente une molécule d'ADN simplifiée, telle qu'on peut la concevoir à partir de données physico-chimiques. Ce modèle, c'est une représentation topologique, car on y a représenté uniquement le squelette carboné de la molécule, sans les atomes d'hydrogène. Alors à la différence avec d'autres représentations topologiques que vous avez pu voir par ailleurs, dans ce modèle, les atomes
d'oxygène, d'azote et de phosphore sont également représentés sous la forme de traits de couleur. Alors quel est ce code? Lorsque on a des points gris, voilà, à des intersections, il s'agit des atomes de carbone. Les intersections rouges, les points rouges, sont des atomes d'oxygène. Les intersections donc bleues, ce sont les atomes d'azote. Et enfin, les intersections oranges sont les atomes de phosphore. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces formes? C'est pas forcément évident à reconnaître du premier coup. Donc, vous avez les pentagones gris et rouges juste là, qui sont en fait les désoxyriboses, les sucres. Ici, en rouge et en orange, les groupes en phosphate. En bleu, gris et rouge ici, en fait, vous avez une base azotée. Alors, revenons au début. On peut, en cliquant sur la touche squelette, faire apparaître en plus gros les successions de groupements phosphate et de désoxyribose. Sur cette molécule, on peut distinguer assez clairement euh, un premier brin d'ADN. On recommence à faire tourner et distinguer un second brin d'ADN. Chaque brin a une forme tridimensionnelle en hélice. Comme il y en a deux, eh bien, on parle de la double hélice d'ADN. Les groupements phosphate et désoxyribose sont à l'extérieur de cette double hélice, alors que les bases azotées sont situées à l'intérieur de cette double hélice. On peut comparer cette double hélice à une échelle torsadée, dont les montants seraient faits de groupements phosphate et de désoxyribose, et dont les barreaux seraient en fait des paires de bases associées. Allons voir une paire de bases d'un peu plus près. Donc pour ça, je clique sur le bouton ADN vers paire de bases. AT en l'occurrence, pour adénine et thymine. Alors, sur cette image, on peut voir un premier nucléotide, ici, que je vous entoure. On retrouve le groupe en phosphate, le désoxyribose, et la base azotée, ici donc l'adénine. Ce nucléotide, il est associé à un second nucléotide, donc qui appartient au second brin, et ces deux nucléotides sont reliés entre eux par des liaisons, ici figurées entrées en pointillés blancs. Alors pour revenir à la molécule entière, je clique sur paire AT vers ADN. Et donc là, on voit se resituer cette paire de nucléotides dans la molécule en général. Alors, repérons maintenant les successions de nucléotides au sein d'un brin. Donc je me mets à l'extrémité pour que ça soit plus simple. Donc ici, il y a un groupe en phosphate, ici un désoxyribose et ici une base azotée. Donc tout ça constitue un premier nucléotide. Ce premier nucléotide est relié à un second nucléotide. De la même façon, ce second nucléotide est relié à un troisième nucléotide. Et ainsi de suite. On peut retrouver à chaque fois en retournant la molécule les différents éléments constitutifs des nucléotides. Donc à cette échelle, on peut également voir les nucléotides complémentaires, les paires de nucléotides. Donc vous avez ici le nucléotide du premier brin et là le nucléotide du second brin. La liaison chimique entre ces deux nucléotides est représentée par les pointillés en blanc. En cliquant sur la flèche verte en bas à gauche de l'écran, on arrive sur une autre représentation. Dans cette représentation sont mis en violet les squelettes des deux brins, c'est-à-dire la succession des groupes en phosphate et des désoxyriboses. L'intérêt de ce modèle-là, c'est de représenter avec des couleurs différentes les bases azotées. Chaque couleur, rouge, vert, jaune, bleu, représente un type de base azotée. Ainsi, dans ce modèle, avec cette représentation, eh bien, on veut mettre en évidence
les appariements préférentiels entre bases azotées. Donc vous remarquez que les bases vertes sont toujours associées aux bases rouges et les bases bleues sont toujours associées aux bases jaunes. En cliquant à nouveau sur la flèche en bas à gauche de l'écran, vous arrivez sur un dernier modèle qui là va vous permettre d'afficher ou à l'inverse d'effacer un brin complet d'ADN ou alors de faire apparaître ou d'effacer certains éléments constitutifs des nucléotides ou les liens, les relations chimiques entre les deux brins d'ADN. Donc le plus simple après, je pense que c'est que chacun aille faire un tour sur ce site pour bien se mettre dans l'œil eh bien, ce modèle de molécules d'ADN en 3 dimensions. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne sur ce modèle de structure? La molécule d'ADN est constituée de 2 brins de nucléotides complémentaires, qui reposent sur des appareillements préférentiels entre les nucléotides à adénine et les nucléotides à thymine d'une part, et entre les nucléotides à cytosine et les nucléotides à guanine d'autre part. Ces 2 brins sont enroulés en double hélice. Alors, comment la structure de la molécule d'ADN permet-elle le codage de l'information génétique? On va prendre un exemple en parallèle. Le journal. Le journal, c'est le support de l'information journalistique, au même titre que l'ADN est le support de l'information génétique. Alors, dans un journal, l'information, elle est codée par des mots. Des mots, on utilise 26 lettres pour écrire ces mots. Biologie, génétiquement, ça n'a pas le même sens. Avant toute chose, ces 2 mots, ils n'ont pas le même nombre de lettres, et donc le nombre de lettres est important pour coder une information. Qu'en est-il pour un nombre de lettres fixé? Donc voilà un petit jeu. Donc voilà 5 lettres, A, M, R, I, E. Je vous propose de mettre pause et de rechercher tous les mots que vous pouvez écrire avec ces 5 lettres. Une fois que vous avez terminé, eh bien, remettez lecture. Avec ces 5 lettres, on pouvait écrire 4 mots. Le mot mère, le mot rami, le mot aimer et le mot mari. Ainsi, ce qui est important également pour coder une information, c'est l'ordre des lettres. Alors, pour faire le parallèle avec l'information génétique, l'alphabet pour écrire une information en génétique, c'est 4 lettres, T, A, G et C, qui correspondent aux nucléotides avec thymine, avec adénine, avec guanine et avec cytosine. À l'instar du nombre de lettres qui varie entre les mots d'une même phrase, le nombre de nucléotides successifs d'une partie de molécules d'ADN constituant un gène est un élément de codage de l'information génétique. Une suite de 9 nucléotides ne codera pas la même information qu'une suite de 18 nucléotides. De la même façon que dans une suite de lettres, l'ordre des lettres est important pour donner du sens à cette suite, et bien dans une suite de nucléotides, l'ordre des nucléotides a également son importance pour donner du sens. L'ordre des nucléotides est un élément de codage de l'information génétique. Les suites ordonnées GATG, GTAG, ATGG et AGTG n'ont pas le même sens. Elles ne codent pas la même information génétique. En conclusion, l'information génétique est codée par le nombre et l'ordre d'enchaînement des nucléotides. Une suite ordonnée de nucléotides, c'est ce qu'on appelle en fait une séquence nucléotidique. Les gènes sont des séquences nucléotidiques.